Bonjour à tous, bienvenue sur le passage des feuilles et bienvenue sur la présentation de l'oracle des ombres. Alors voilà comment il se présente, il est sorti chez Arcana Sacra, donc il est dans un très beau coffret, le travail éditorial d'Arcana Sacra est toujours excellent. Vous voyez l'intérieur de la boîte qui est magnifique. Alors c'est un oracle que j'ai acheté d'occasion et donc on ne retrouve pas le support cartonné sur lequel habituellement se trouve la petite boîte qui contient les cartes. Mais bon, si vous l'achetez neuf, vous l'aurez évidemment. Voilà le dos. C'est un très bel oracle. Alors on a un livret détaillé, voilà, qui est très bien fait, sur papier glacé comme toujours avec Arcana Sacra, en noir et blanc puisqu'il s'agit d'un jeu en noir et blanc. Alors pour chaque carte, voilà comment ça se présente. On a l'illustration en grand et qu'on peut admirer encore mieux presque que sur la carte. Donc c'est appréciable dans la mesure où les illustrations sont absolument sublimes, de mon point de vue en tout cas. Presque vivantes, très prenantes. Il nous plonge dans une atmosphère particulière, mystérieuse, un peu envoûtante. On a en dessous des mots-clés quand on veut avoir une approche très rapide de l'énergie de la carte. Et ensuite, on a une petite phrase qui résume un peu l'énergie dynamique de la carte et que j'aime beaucoup, moi, à chaque fois, que j'utilise principalement pour l'interprétation, de préférence aux textes qui suivent. Alors, on a ensuite une description de la carte qui permet de focaliser un peu sur la symbolique de ce qui pourrait se trouver là par exemple les écureuils, de ce qui pourrait se trouver mis en scène, j'ai envie de dire. Donc là on nous fait un petit résumé de ce que symbolisait l'écureuil, tout au moins dans la carte, de ce qu'il rappelle. Et puis ensuite on a la symbolique de la carte en carte droite et carte retournée. On a la possibilité de prendre des notes, pas sur chaque carte. Si j'ai bien constaté, voyez par exemple, ici la carte numéro 2, symbole positif, carte inversée, et voilà, on n'a pas de quoi prendre des notes. Je pense que c'est un parti pris de l'éditeur quand les pages ne tombaient pas bien, pour que toujours l'illustration soit en page de gauche et le texte en page de droite. Donc quand c'était pas le cas et que ce texte-là courait sur la page de gauche suivante, on ajoute des notes. Voilà, c'est toujours utile. Pourquoi pas? Une bonne manière d'utiliser l'espace qui reste. Donc on a ça sur chaque carte. Alors, de mon point de vue en tout cas, c'est vraiment cette petite phrase qui donne une grande valeur au livret. À mon sens, elle est suffisante dans quasiment tous les cas pour entrer dans la carte. Voilà. Je dirais pas que j'utilise pas la symbolique ici, mais bon, c'est moins percutant et c'est moins pertinent, je trouve. D'autant que comme les textes sont assez courts, qu'on va être dans une symbolique quand même qui est assez divinatoire, qui peut être parfois un peu étroite parce qu'on veut vraiment interpréter comment ça peut se déployer dans notre vie et donc forcément ça va faire descendre l'énergie dans un goulot assez étroit et ça va mettre en lumière une zone assez spécifique. Alors parfois ça peut être utile, parfois ça va nous tilter, on va se dire oui ça me parle, c'est ça, et puis il y a d'autres pas du tout, on va percevoir autre chose dans la carte, auquel cas il est toujours préférable de se fier à son intuition. Mais cette phrase-là, elle est toujours utile. Alors, on a... comment est-ce que ça se construit ce jeu? On a d'abord 23 cartes qui, à mon sens, selon mon ressenti, reprennent de loin la trame des arcanes majeures du tarot. Alors, je dis de loin quand même, je prends des précautions parce que déjà, c'est pas du tout quelque chose qui est signalé dans l'ouvrage par l'autrice.
J'ai du mal à croire qu'elle n'ait pas été influencée par le tarot parce que moi je retrouve assez fort les énergies des arcanes majeures quand même, plus ou moins selon les cartes. Et sachant qu'il y a aussi 2 cartes qui seront additionnelles entre guillemets si on veut se baser sur le tarot à la fin, les 22 et 23. Mais quand même, les magiciens, une énergie jeune qui se lance dans la vie, la haute prêtresse, l'aspect mystique, l'impératrice qui est plus... je cherche mon mot, qui est plus peut-être mystique, impressionnante ou autoritaire que dans la plupart des jeux. Elle a moins cet aspect maternel et plus cet aspect qui règne. L'empereur, enfin là je sais pas, c'est clairement relié pour moi à l'énergie de l'empereur. En plus, la carte s'intitule le bâtisseur. Voilà, c'est moins clair sur d'autres cartes, même si il y a une signification... même si cette carte-là se rapporte à la moralité, la sobriété, etc., ça peut rappeler le pape par certains aspects, mais pas partout, bien sûr. C'est comme si on avait canalisé un petit peu les énergies des arcanes majeures, seulement sous certains de leurs aspects et seulement sous une certaine lumière. Mais quand même, hein, pour moi, on les retrouve dans la force, quoi. On a même le lion. L'ascension, très intéressant. Bon, alors c'est quasiment toujours des personnages qui ont pour particularité d'avoir une forte présence, des regards presque vivants, des expressions qui sans être exagérées ou surjouées sont très parlantes. Voilà, l'énergie de la lune. Ça peut nous y faire penser. Une lune assez sombre, sous son aspect sombre. Le soleil qui est souvent représenté par un enfant quand même. Et les 2 cartes qu'on pourrait considérer comme additionnelles si on veut suivre un petit peu si on veut s'inspirer des arcanes majeures. L'errant et la menthe. Voilà, moi je fais toujours un lien plus ou moins fort avec la symbolique du tarot. Vraiment, c'est un point de repère assez majeur. La chute, quand même, l'énergie de la tour. Là encore, hein, on retrouve quelque chose de similaire. Alors, c'est l'oracle des ombres, certes. Il est vrai qu'il a une aura assez mystérieuse, assez particulière, mais il n'est pas si noir que ça, de la manière dont moi je le ressens. Il va nous emmener dans un univers assez émotionnel à mon sens, assez mystique. Dans l'atmosphère, après dans la manière dont les cartes sont interprétées, dans ce qui est proposé en termes de texte dans l'ouvrage, on a quelque chose qui peut être assez pragmatique quand même. Hein. Mais alors voilà la première partie. La première catégorie de cartes. On a 2 autres catégories. Alors ici, on va avoir des personnages identifiés un peu à la manière du Lenormand, avec le prétendant et la prétendante, sauf que là, on ajoute les sœurs et les frères. Alors, les symboles ici vont varier. Vous voyez, sur la catégorie principale, on a ce symbole-là, et ici, on a une petite étoile pour tout ce qui identifier un personnage en particulier. Donc comme pour les autres, comme pour la première catégorie, on a de la même manière une petite phrase, alors beaucoup plus brève. C'est plus une énergie de en tant que personne incarnée. C'est une énergie plus incarnée, plus précise, plus humaine. Dans quelle direction je vais? Donc là, les sœurs, elles donnent, c'est je donne. Le prétendant, c'est je prends. Les frères, j'ai un blanc. La prétendante, c'est je possède. Et les frères, alors chaque fois on va avoir un verbe, ça va être quelque chose de très actif, de très incarné. Alors excusez-moi, je vais voir les frères quand même parce que ça m'ennuierait de pas... Je convoite, voilà. Je donne, je prends, je convoite et je possède. Voilà, assez intéressant par rapport à ce qu'on ressent après des énergies féminines ou masculines, plus jeunes ou plus matures, on peut ou non s'y identifier.
Mais il y a quand même quelque chose de cohérent, hein, en admettant qu'il y a une sorte de progression. Les frères convoitent et le prétendant, une fois adulte, prend. Voilà, on ne peut pas dire que ça soit dépourvu de logique. Et là, on a des énergies qui sont des énergies temporelles. Donc ça, c'est un petit peu des énergies majeures, les énergies de l'âme, les grands courants énergétiques. Ça va être tout ce qui est personnage incarné, et ça va être les repères temporels. Donc je pense qu'en divinatoire, on peut vraiment faire un travail intéressant avec ces cartes-là. Moi, c'est pas comme ça que je vais les utiliser, mais la structure qui est quand même assez rigoureuse du jeu, qui suit une logique assez précise, me paraît propice à ça, d'autant qu'on peut, à mon sens, aussi s'appuyer sur la logique du tarot et des arcanes majeures. Donc, sans surprise, on a le passé, le présent et le futur. Alors, on retrouve sur de nombreuses cartes des espèces de lignes énergétiques. Alors ici, on a des cercles sur les cartes qui se réfèrent au temps. On a souvent la symbolique du cercle. Je cherche parce qu'il me semble, il est disposé différemment selon les cartes. Là, il va constituer une sorte d'auréole, alors qu'il est plus fondu dans l'arrière-plan sur d'autres. Et là, on va avoir une espèce de tapisserie. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière, qui va figurer des formes géométriques. On a encore un cercle ici. Là, ça va être quelque chose de plus carré, en fait, qu'on va retrouver. Alors, ouais, pour que vous voyez un petit peu de plus... une approche moins souple que le cercle. On a des jeux de lumière aussi assez intéressants. Elles sont très subtiles, très nuancées, ces illustrations. Celle-ci est vraiment très très belle. Une magnifique profondeur. On retrouve encore le cercle qui à chaque fois attire notre œil, je pense, sur un élément important énergétiquement de la carte. Et puis derrière, on a des espèces de... comme de la craie effacée sur un tableau. Enfin, tout ça participe... là, le cercle est beaucoup plus épais. Tout ça participe de l'interprétation qu'on peut avoir de la carte. Là, on sent... Moi, je sens comme une énergie qui grésille dans cette carte. C'est assez curieux. Je ne sais pas si vous voyez les lignes indistinctes qu'on voit au fond. Bon, c'est très personnel. Bon, là, forcément, la carte qui correspond à celle de l'étoile. Voilà. Ne pas me dire que c'est un hasard quand même. Ça, c'est... Là, on a plus l'impression de la foudre qui pourrait tomber sur cette lune. Ici, ça forme des motifs très intéressants sur ce qui normalement est le monde, avec ces cercles imbriqués les uns dans les autres. Voilà ce qu'il en est de cet oracle des ombres. Je ne suis pas encore allée vraiment jusqu'au bout des énergies de ce jeu, j'ai l'impression en tout cas. Mais après, son caractère mystérieux peut laisser penser que c'est normal, enfin qu'en tout cas, il reste toujours quelque chose de caché un peu dans l'ombre justement. En tout cas, c'est un jeu très inspirant pour moi, qui est beaucoup plus multi-usage que je l'aurais cru. Ce qui a suspendu mon achat pendant longtemps, c'est que d'un point de vue purement rationnel et pragmatique, je me disais mais qu'est-ce que je vais en faire de ce jeu. Les énergies ont l'air assez nébuleuses, ce qui est vrai, elles sont assez étendues ces énergies, comme tout ce qui est mystérieux, il y a des choses qui se cachent dans les coins. Mais dans la mesure où le livret s'attache à une interprétation assez pragmatique, ça peut nous permettre de se recentrer des fois quand on flotte un peu trop dans le ressenti de la carte. Et finalement, ça fonctionne très bien dans de nombreux types de tirages, que ce soit des tirages plutôt psychologiques, développement personnel, du tirage relationnel. Ça marche assez bien. Si vous êtes sensible à l'illustration, si les regards, si l'atmosphère vous parle de manière, même si c'est de manière un petit peu imprécise au début, vous allez réussir, je pense, à utiliser ce jeu. Comme quasiment toujours, hein, quand l'esthétique d'un jeu nous parle, généralement l'interprétation et l'utilisation suivent de manière quand même assez
assez efficace, assez fructueuse, j'ai envie de dire. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, de l'avoir suivie avec moi. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me fera super plaisir et ça permettra de faire grandir un petit peu la chaîne. Voilà, à très bientôt!